Alors, ici, maintenant, bienvenue à la 36e vigile, mars 2011. Donc, ici, maintenant, s'amorce une mobilisation citoyenne infinie. Le mépris, le paternalisme et la corruption des mœurs et des institutions ont assez duré. Soyons visibles, occupons notre territoire et reprenons possession du Québec, de ses ressources et de ses institutions. Tous les samedis à 14 h, des vigiles ont lieu au Québec. La création de ces vigiles a germé d'un échange entre Luc Archambault, Denis Julien, Sylvain Racine et d'autres sur le site vigile.net. L'idée fait son chemin et donne naissance à la première vigile à l'initiative de M. Daniel Leroy devant le bureau de Jean Charest à Montréal le 22 janvier 2011. À la suite de 3 vigiles montréalaises, le 19 février, Luc Archambault lance la tradition d'une vigile citoyenne hebdomadaire, chaque samedi à 14 h à la place du peuple souverain du Québec sous le nom d'opération Vigile du samedi. Inspiré de l'initiative, Montréal décide de poursuivre la tradition au Champ de Mars, derrière l'Hôtel de Ville de Montréal, le 26 mars 2011. L'initiative tente de créer une tradition québécoise historique qui a porté ses fruits à Mont-Saint-Hilaire depuis le 2 avril 2011, à Gatineau depuis le 21 mai 2011. Donc à Mont-Saint-Hilaire, je précise que c'est une vigile mensuelle et non plus hebdomadaire. Et à Gatineau, je ne suis pas au courant si la vigile se poursuit. Mars 2011 invite le peuple du Québec à créer ses propres vigiles dans chaque ville et village du Québec. Le mouvement est disponible pour du support à trouver l'inspiration de vous unir dans la rue chaque samedi 14 h à un lieu de mémoire collective près d'où vous habitez. Une vigile n'est pas un spectacle. Personne n'y vient pour divertir ou pour se faire divertir. En tant que citoyens et citoyennes du Québec, nous avons tous un rôle à jouer, celui de veiller, de surveiller, de tenir nos gouvernants à l'œil, de nous rencontrer, de nous parler et de nous imaginer autrement. Ces vigiles sont autonomes les unes des autres, mais leurs objectifs communs sont de dénoncer les abus du gouvernement Charest et d'exiger sa destitution. Mars 2011 vous invite à prendre la parole, participer activement à un exercice démocratique citoyen de base de manière physique et réelle, sortir du confort de votre maison, utiliser cette tribune citoyenne non censurée et diffusée sur l'Internet pour exprimer votre point de vue, dénoncer une situation, proposer une solution ou une action. Le Québec doit changer et ce, dès maintenant. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Merci. Alors, place à la lecture de textes et les discours. Thierry Vincent. Alors, je vais faire l'habituel feuilleton. Sun Tzu, l'art de la guerre. Alors, l'art de la guerre, tel que traduit par le père Amyot en 1772. Résumé de l'article précédent. Ce que Sun Tzu disait, c'est que la priorité est de protéger ses propres biens. La dernière extrémité à laquelle il faut se résoudre, c'est de détruire les biens des autres. Parce que c'est pas l'ennemi qu'il faut attaquer, c'est toujours la stratégie de l'ennemi. Et ce travail doit être incessant, doit être fait sans arrêt. Et le bon général est celui qui travaille tellement qu'on se rend jamais compte qu'il est en train de travailler, de faire des efforts pour maintenir l'état du royaume qu'il protège comme il faut. Aussi un fait important, le prince, on utilise les termes de l'époque, choisit le général qu'il veut. Une fois qu'il l'a choisi, c'est le général qui est sur le terrain, c'est le général qui agit selon son bon vouloir et selon ses connaissances. Et aussi un autre principe, la clé de la victoire, c'est de bien se connaître autant qu'on connaît bien son ennemi et de toujours prévoir tout ce qu'il y a à prévoir. Il y a une phrase que j'aimais bien de l'article précédent que je vais vous relire. Tirer prétexte de sa rusticité et ne pas prévoir est le plus grand des crimes. Ce qui veut dire qu'on n'a pas d'excuses, il faut toujours s'informer, toujours être au courant, toujours se tenir au courant de tout. Et surtout, avant tout, bien se connaître soi-même, connaître ses forces et ses faiblesses. Article 4. De la mesure dans la disposition des moyens. Sun Tzu dit: anciennement, ceux qui étaient expérimentés dans l'art des combats se rendaient invincibles, attendaient que l'ennemi soit vulnérable et ne s'engageaient jamais dans des guerres qu'ils prévoyaient ne devoir pas finir avec avantage. Avant que de les entreprendre, ils étaient comme sûrs du succès. Si l'occasion d'aller contre l'ennemi n'était pas favorable, ils attendaient des temps plus heureux. Ils avaient pour principe
que l'on ne pouvait être vaincu que par sa propre faute, et qu'on n'était jamais victorieux que par la faute des ennemis. Se rendre invincible dépend de soi. Rendre à coup sûr l'ennemi vulnérable dépend de lui-même. Être instruit des moyens qui assurent la victoire n'est pas encore la remporter. Ainsi, les habiles généraux savaient d'abord ce qu'ils devaient craindre ou ce qu'ils avaient à espérer, et ils avançaient ou reculaient la campagne, et ils donnaient bataille ou ils se retranchaient, suivant les lumières qu'ils avaient, tant sur l'état de leurs propres troupes que sur celui des troupes de l'ennemi. S'ils se croyaient plus forts, ils ne craignaient pas d'aller au combat et d'attaquer les premiers. S'ils voyaient au contraire qu'ils fussent plus faibles, ils se retranchaient et se tenaient sur la défensive. L'invincibilité se trouve dans la défense, la possibilité de victoire dans l'attaque. Celui qui se défend montre que sa force est inadéquate, celui qui attaque qu'elle est abondante. L'art de se tenir à propos sur la défensive ne le cède point à celui de combattre avec succès. Les experts dans la défense doivent s'enfoncer jusqu'au centre de la terre. Ceux, au contraire, qui veulent briller dans l'attaque doivent s'élever jusqu'au 9e ciel. Pour se mettre en défense contre l'ennemi, il faut être caché dans le sein de la terre, comme ces veines d'eau dont on ne sait pas la source et dont on ne saurait trouver les sentiers. C'est ainsi que vous cacherez toutes vos démarches et que vous serez impénétrables. Ceux qui combattent doivent s'élever jusqu'au 9e ciel, c'est-à-dire il faut qu'ils combattent de telle sorte que l'univers entier retentisse du bruit de leur gloire. Sa propre conservation est le but principal qu'on doit se proposer dans ces deux cas. Savoir l'art de vaincre comme ceux qui ont fourni cette même carrière avec honneur, c'est précisément où vous devez tendre. Vouloir l'emporter sur tous et chercher à raffiner dans les choses militaires, c'est risquer de ne pas égaler les grands maîtres. C'est s'exposer à rester même infiniment au-dessous d'eux, car c'est ici où ce qui est au-dessus du bon n'est pas bon lui-même. Remporter des victoires par le moyen des combats a été regardé de tout temps par l'univers entier comme quelque chose de bon. Mais j'ose vous dire, c'est encore ici où ce qui est au-dessus du bon est souvent pire que le mauvais. Prédire une victoire que l'homme ordinaire peut prévoir et être appelé universellement expert n'est pas le fait de l'habileté guerrière. Car soulever le duvet des lapins en automne ne demande pas grande force. Il ne faut pas avoir les yeux bien pénétrants pour découvrir le soleil et la lune. Il ne faut pas avoir l'oreille bien délicate pour entendre le tonnerre lorsqu'il gronde avec fracas. Rien de plus naturel, rien de plus aisé, rien de plus simple que tout cela. Les habiles guerriers ne trouvent pas plus de difficultés dans les combats. Ils font en sorte de remporter la bataille après avoir créé les conditions appropriées. Ils ont tout prévu. Ils ont paré de leur part à toutes les éventualités. Ils savent la situation des ennemis. Ils connaissent leurs forces et n'ignorent point ce qu'ils peuvent faire et jusqu'où ils peuvent aller. La victoire est une suite naturelle de leur savoir. Aussi, les victoires remportées par un maître dans l'art de la guerre ne lui rapportaient ni la réputation de sage, ni le mérite d'homme de valeur. Qu'une victoire soit obtenue avant que la situation ne se soit cristallisée, voilà ce que le commun ne comprend pas. C'est pourquoi l'auteur de la prise n'est pas revêtu de quelque réputation de sagacité. Avant que la lame de son glaive ne soit recouverte de sang, l'état ennemi s'est déjà soumis. Si vous subjuguez votre ennemi sans livrer combat, ne vous estimez pas homme de valeur. Tels étaient nos anciens. Rien ne leur était plus aisé que de vaincre. Aussi, ne croyaient-ils pas que les 20 titres de vaillants, de héros, d'invincibles fussent un tribut d'éloge qu'ils eussent mérité. Ils n'attribuaient leur succès qu'aux soins extrêmes qu'ils avaient eu d'éviter jusqu'à la plus petite faute. Éviter jusqu'à la plus petite faute veut dire que quoi qu'ils fassent, ils s'assurent la victoire. Ils conquièrent un ennemi qui a déjà subi la défaite. Dans les plans, jamais un déplacement inutile. Dans la stratégie, jamais un pas de fait en vain. Le commandant habile prend une position telle qu'il ne peut subir une défaite. Il ne manque aucune circonstance propre à lui garantir la maîtrise de son ennemi. Une armée victorieuse remporte l'avantage avant d'avoir cherché la bataille. Une armée vouée à la défaite combat dans l'espoir de gagner. Ceux qui sont zélés dans l'art de la guerre cultivent le Tao et préservent les régulations.
Ils sont donc capables de formuler des politiques de victoire. Avant que d'en venir au combat, ils tâchaient d'humilier leurs ennemis. Ils les mortifiaient. Ils les fatiguaient de mille manières. Leurs propres camps étaient des lieux toujours à l'abri de toute insulte, des lieux toujours à couvert de toute surprise, des lieux toujours impénétrables. Ces généraux croyaient que pour vaincre, il fallait que les troupes demandassent le combat avec ardeur. Et ils étaient persuadés que lorsque ces mêmes troupes demandaient la victoire avec empressement, il arrivait ordinairement qu'elles étaient vaincues. Ils ne veulent point dans les troupes une confiance trop aveugle, une confiance qui dégénère en présomption. Les troupes qui demandent la victoire sont des troupes ou amollies par la paresse, ou timides, ou présomptueuses. Des troupes, au contraire, qui, sans penser à la victoire, demandent le combat, sont des troupes endurcies au travail, des troupes vraiment aguerries, des troupes toujours sûres de vaincre. C'est ainsi que d'un ton assuré, ils osaient prévoir les triomphes ou les défaites, avant même que d'avoir fait un pas pour s'assurer des uns ou pour se préserver des autres. Maintenant, voici les 5 éléments de l'art de la guerre. 1. La mesure de l'espace. 2. L'estimation des quantités. 3. Les règles de calcul. 4. Les comparaisons. 5. Les chances de victoire. Les mesures de l'espace sont dérivées du terrain. Les quantités dérivent de la mesure. Les chiffres émanent des quantités. Les comparaisons découlent des chiffres. Et la victoire est le fruit des comparaisons. C'est par la disposition des forces qu'un général victorieux est capable de mener son peuple au combat. Tels les eaux contenues qui, soudain relâchées, plongent dans un abîme sans fond. Vous donc, qui êtes à la tête des armées, n'oubliez rien pour vous rendre digne de l'emploi que vous exercez. Jetez les yeux sur les mesures qui contiennent les quantités et sur celles qui déterminent les dimensions. Rappelez-vous les règles de calcul. Considérez les effets de la balance. La victoire n'est que le fruit d'une supputation exacte. Les considérations sur les différentes mesures vous conduiront à la connaissance de ce que la Terre peut offrir d'utile pour vous. Vous saurez ce qu'elle produit et vous profiterez toujours de ses dons. Vous n'ignorez point les différentes routes qu'il faudra tenir pour arriver sûrement au terme que vous vous serez proposé. Par le calcul, estimez si l'ennemi peut être attaqué, et c'est seulement après cela que la population doit être mobilisée et les troupes levées. Apprenez à distribuer toujours à propos les munitions de guerre et de bouche, à ne jamais donner dans les excès du trop ou du trop peu. Enfin, si vous rappelez dans votre esprit les victoires qui ont été remportées en différents temps et toutes les circonstances qui les ont accompagnées, vous n'ignorez point les divers usages qu'on en aura fait, et vous saurez quels sont les avantages qu'elles ont procurés ou quels sont les préjudices qu'elles auront portés aux vainqueurs eux-mêmes. Un i d'environ 700 grammes surpasse un tchou qui ne pèse même pas 1 gramme. Dans les plateaux d'une balance, le i l'emporte sur le tchou. Soyez à vos ennemis ce que le i est au tchou. Après un premier avantage, n'allez pas vous endormir ou vouloir donner à vos troupes un repos hors de saison. Poussez votre pointe avec la même rapidité qu'un torrent qui se précipiterait de 1000 toises de haut. Que votre ennemi n'ait pas le temps de se reconnaître et ne pensez à recueillir les fruits de votre victoire que lorsque sa défaite entière vous aura mis en état de le faire sûrement avec loisir et tranquillité. Merci. Quelqu'un d'autre, un discours, une lecture de texte. En place à la parole libre. J'y retourne. Alors, Thierry Vincent, je vais faire une courte annonce de quelque chose. Annonce. Moi, j'avais 24 ans le 6 décembre 1989, pendant ce qu'on a appelé le massacre de Polytechnique. Et je fais partie des générations qui ont été très affectées par l'événement et qui est très affectée par ce qui arrive au registre des armes à feu en ce moment et le sort qu'on veut lui réserver. Je vous invite, s'il y a des manifestations ou des commémorations pour le 6 décembre, à y aller. C'est lundi prochain. Non, c'est pas lundi prochain, c'est mardi prochain. Mais je crois qu'il y a une manifestation lundi ou mardi devant le palais de justice. Là, je crois que c'est lundi, mais je suis pas sûr. Il faudrait vérifier l'information. Alors c'est tout. Je voulais vous inviter à y aller parce que je crois que c'est important. Je crois que c'est une... je prends ça comme un affront, en tout cas. Je ne sais pas si les générations plus jeunes ont été affectées par ça, par Polytechnique.
Ben oui, c'est la loi, si on veut favoriser les armes à feu. Mais encore une fois, que le gouvernement fédéral ne veuille plus s'en occuper, c'est une chose. Qu'il veuille détruire les données et s'arranger pour qu'on ait un plus facile accès aux armes à feu, c'est tout autre chose. Et moi, c'est ça. Alors, voilà ce que je veux dire. Merci. Réal Mathieu, le registre des armes à feu. OK. Moi, je suis contre le contrôle des armes à feu par le gouvernement. Je parle pas des armes de poing, là. Je comprends que les armes de poing, ça doit être contrôlé, mais les armes de chasse, je suis pas d'accord parce que je pense qu'une population armée est moins facilement soumise par des envahisseurs étrangers. Et je vais vous donner l'exemple de la Suisse. En Suisse, le service militaire est obligatoire. Et je vous rappelle que la Suisse est à peu près le seul pays d'Europe qui n'a pas été envahi par les nazis à la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas parce que les banques étaient là. C'est parce que toute la population suisse est armée, était armée et toujours armée. Après le service militaire, des hommes et des femmes, tous les citoyens sont invités à conserver leurs armes à la maison. Et je vous signale que la Suisse est un des pays au monde où il y a le moins de vols à main armée. Parce que les bandits savent qu'en sortant de la banque, n'importe quel citoyen peut lui tirer dessus. Les gens se défendent eux-mêmes. C'est aussi un endroit où les viols sont extrêmement rares parce que quelqu'un qui va, par exemple, entrer dans une maison par effraction pour violer une femme peut tomber sur un fusil dans son visage. Alors, je trouve que d'avoir une population armée, c'est un bénéfice extraordinaire. Et si on regarde notre histoire, en 1760, quand les Anglais sont venus, il y avait 70 000 habitants en Nouvelle-France. Là-dessus, il y en avait probablement 30 ou 40 000 qui étaient armés. Et la défense de la colonie reposait grandement sur les milices citoyennes. Les gens étaient organisés, les hommes de 7 ans à 77 ans étaient mobilisables et mobilisés avec leur fusil de chasse pour défendre leur patrie. Malheureusement, à la bataille des Plaines d'Abraham, les milices canadiennes n'ont pas vraiment été utilisées parce que le commandant Montcalm avait comme un préjugé à propos de ces milices-là qui ne se battaient pas en ligne comme des imbéciles. Ils se cachaient derrière les arbres pour tuer des Anglais. Et c'est apparemment que c'est d'ailleurs un milicien canadien qui a tué Wolfe. On applaudit. On applaudit. Okay? Alors, maintenant, je voudrais parler aussi du massacre de Polytechnique. Quand c'est arrivé, je travaillais chez Provigo. J'étais gérant des systèmes informatiques de magasin. J'avais une équipe de 15 employés. Puis on a été tellement bouleversés par ce massacre-là qu'on a organisé dans notre département, chez Provigo, on a organisé pour aller donner du sang à la Croix-Rouge. On a même envoyé un communiqué de presse. Il y a un article dans le journal de la presse à ce sujet-là, que des employés de Provigo avaient été donnés du sang à cause du massacre de Polytechnique. Donc, c'est pas parce que je suis insensible à ce qui est arrivé là, au contraire. Mais il faut comprendre qu'une arme à feu, c'est de même nature qu'un marteau. Avec un marteau, on peut tuer des gens, puis avec une arme à feu aussi. Ça ne viendrait pas à l'esprit de personne d'interdire les marteaux, ni les couteaux de cuisine. D'ailleurs, depuis quelque temps, il y a une espèce de campagne qui était lancée par Claude Poirier et différents chroniqueurs ex-policiers pour interdire les armes blanches. Imaginez-vous, c'est quoi une arme blanche? On en avait dans toutes vos cuisines.
l'origine des armes blanches. C'est quelque chose de plus ridicule que de vouloir interdire les armes blanches. Comme on va faire pour manger notre steak, pour couper notre pain. Alors, Manger du pain blanc. du pain blanc. On se nourrit avec une cuillère avec du pain blanc. Donc, la campagne contre les armes à feu a précédé la campagne contre les armes blanches. Je ne sais pas où on s'en va avec ça, là. Il va rester les frondes, les tire-poids, les pistolets de boules de peinture pour se défendre. Il ne faut pas oublier que l'armée est venue au Québec plusieurs fois. Hein. En 68, il y a eu une grève des policiers à Montréal. L'armée est venue envahir la ville. Et puis, en 70 aussi. Hein. Quand il y a eu les Jeux olympiques en 76, ils en ont profité. Il y avait des soldats partout. Moi, j'habitais face au Parc Laurier. Puis parce que la piscine du Parc Laurier était utilisée par des athlètes olympiques, il y avait des soldats armés, OK, avec des fusils mitrailleurs. Non, pas des fusils mitrailleurs. Oui, c'était des fusils mitrailleurs. C'était des FN, des fabriques nationales belges, avec des chargeurs longs de main, en plein Parc Laurier. L'armée, ils connaissent le chemin pour venir à Montréal. Mais s'ils savaient que tout le monde est armé à Montréal, je pense que des fois, ils rentreraient de reculons. Je pense que cette loi-là, que le gouvernement Harper vient de changer, d'abord, ça concerne uniquement les armes de chasse, les armes longues. Ce qu'il faut faire pour éviter des drames, c'est simplement éduquer mieux les chasseurs. Parce que quelqu'un qui veut tuer un autre être humain, s'il n'y a pas une arme à feu sous la main, il ne peut pas s'y prendre au droit. La majorité des assassinats qui ont lieu sont des assassinats qui se passent dans des contextes de chicane conjugale ou conflits de famille. Alors, qu'on ait un arme à feu ou non, si on veut s'en prendre à notre conjoint, notre conjointe, ou quelqu'un dans la famille, ça peut arriver quand même. Ça va arriver quand même. Alors, voilà pour les armes à feu. J'ai pas grand chose à ajouter là-dessus. Je trouve que c'était bien les deux positions. J'ai l'impression que moi, ma position personnelle, c'est de responsabiliser les citoyens. Et oui, un service militaire, pourquoi pas. Quelque chose qui ferait en sorte que tout le monde apprendrait à se responsabiliser avec son arme et que ce soit pas quelque chose d'accessible tout simplement par quelqu'un qui s'enferme dans sa chambre toute sa jeunesse et puis qu'après ça est capable de transporter ça où ça y tente et puis j'ai l'impression qu'il y a une responsabilisation de chaque individu à faire avec ça et que si on désarme complètement le citoyen, ben, ça fait en sorte qu'il n'est pas en mesure de se défendre, il n'est pas en mesure de se responsabiliser avec l'idée d'être capable de... Je veux dire, moi je trouve c'est comme... Moi je vois un peu la même chose là au niveau de la guerre contre la drogue. Je veux dire, c'est des guerres interminables au niveau de la drogue et puis ça fait des décennies qu'on gaspille des milliards et des milliards pour ça et puis finalement ce qu'on croit comprendre c'est que c'est l'individu qui a à se responsabiliser là-dedans. C'est toute l'idée du légal et de l'illégal. Pourquoi il y a des compagnies pharmaceutiques qui lancent des produits pharmacologiques qui sont approuvés par Santé Canada, qui sont tout aussi dommageables que des produits illégaux qu'on peut retrouver dans la rue et tout ça. Je veux dire, je crois qu'il y a une pharmacologie à développer, une responsabilisation d'utilisation de tout produit. Donc c'est un peu la même chose pour les armes à feu. J'ai l'impression que c'est de développer une culture populaire de compréhension de c'est quoi une arme et comment se responsabiliser, comment que ça fasse partie de la culture tout simplement et de l'éducation, que ça fait partie de se défendre et d'utiliser une arme, mais que c'est pas quelque chose
Moi, j'ai l'impression que si les gens étaient plus éduqués par rapport à ça, au lieu d'on n'en parle pas et on veut pas en entendre parler et on veut désarmer tout le monde et ça n'existe pas les fusils dans notre pays, je trouve que là, il y a une espèce de se fermer les yeux sur quelque chose qui fait partie de l'humanité. C'est à peu près ça. Je vais rajouter un exemple, j'aurais dû en parler la première fois. J'ai été au Nicaragua à 2 reprises, en fait, non, à 3 reprises. J'ai une affection particulière pour ce pays-là qui a fait une révolution armée pour renverser le dictateur Somoza dans les années, fin des années 70. Et le gouvernement qui s'est établi après, le gouvernement du Front sandiniste de libération nationale, a fait une réforme agraire. C'est-à-dire qu'ils ont pris les immenses terres qui appartenaient à des grands propriétaires terriens, qui faisaient travailler des paysans sans terre pour des salaires de misère. Ils ont été expropriés par le gouvernement révolutionnaire et la terre a été partagée auprès des paysans. Et ce que le gouvernement sandiniste faisait, c'est qu'il remettait un titre de propriété tout à fait légal et une arme à feu. On disait aux gens, aux paysans, voici votre terre, défendez-la. Ils ont distribué 100 000 fusils au peuple après la Révolution. Ça, c'est un gouvernement qui n'a pas peur du peuple, c'est un gouvernement du peuple. Okay? Et qu'est-ce qui est arrivé plus tard? Le gouvernement sandiniste était quand même composé de personnes démocratiques. Le premier gouvernement sandiniste, il y avait même 3 ministres qui étaient des prêtres jésuites, parce que le Front sandiniste de libération nationale, c'était vraiment un front qui regroupait toutes les tendances politiques de la société. Il y avait des libéraux qui étaient opprimés par le dictateur, ils étaient dans le Front sandiniste. Il y avait des conservateurs aussi, il y avait des chrétiens démocrates, il y avait des socialistes, il y avait des communistes, il y avait des marxistes-léninistes. Évidemment, ceux qui se battaient contre le dictateur, c'était plus les paysans, les ouvriers, l'extrême gauche. Les conservateurs et les libéraux étaient plus du côté du financement de la lutte contre le dictateur. Ils n'allaient pas trop au front, mais quand même, ils faisaient partie du Front sandiniste de libération nationale. Donc, le premier gouvernement qui s'est établi après la Révolution, c'était un gouvernement démocratique. Il y avait 3 ministres qui étaient jésuites. Et puis, ils ont aussi distribué des armes dans la capitale, à Managua. Et plus tard, ils ont organisé des élections. Donc, au bout de 4 ans de gouvernement, ils ont fait une élection. Et ils ont perdu le pouvoir. Les sandinistes, c'était un parti politique parmi d'autres. Ils ont participé à la campagne électorale. Ils ont perdu le pouvoir. Et c'est un gouvernement chrétien-démocrate qui s'est installé avec Mme Chamorro. Hein? C'est ça. Violeta Chamorro. Et là, le nouveau gouvernement, qui était plus libéral et plus conservateur, il a essayé de défaire la réforme agraire. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, non, mais parce qu'ils ont essayé, mais là, tout le monde était armé. Tout le monde était prêt à défendre son lopin de terre. Alors, ça a échoué. Là. Ils ont voulu remettre la terre aux riches, mais ça n'a pas marché. Quand j'y étais à Managua, c'était après la Révolution. Et c'était assez impressionnant de voir ça dans la capitale, la quantité de gens armés. Pour vous donner un exemple, là, il y avait plein de femmes qui se promenaient sur la rue avec un 45 à la ceinture. Il n'y avait pas de viol. C'était réglé. Il n'y avait pas de volement armé. Et puis, c'est tellement commun là, que je peux vous dire qu'à Managua, il y avait, avant la Révolution, il y avait des restaurants à McDonald's. McDonald's avait foutu le camp. Les restaurants étaient toujours là, donc ils étaient utilisés par d'autres personnes, des commerçants. Puis, une fois, j'avais été au restaurant, j'avais été dans un ancien McDonald's pour commander un hamburger et une patate.
Puis ça m'impressionnait parce que des gens rentraient dans le restaurant avec une AK-47, puis pour réserver leur place, leur banquette, ils déposaient la AK-47, ça voulait dire ça c'est ma place, puis là ils allaient commander leurs patates frites, et puis il y en avait plein, personne ne touchait à ça. Il y avait plein d'enfants, tout le monde savait c'était quoi, puis il se passait rien. Alors, c'est ça, un gouvernement populaire n'a pas peur d'une population armée. Là, les motivations du gouvernement conservateur, évidemment, c'est pas de la même nature. C'est parce que ils ont le support des rednecks du restant du Canada. Là. Puis, en fait, je connais pas... c'est certainement pas pour avoir le pouvoir au peuple qui ont changé cette loi-là. Mais quand même, c'est un bénéfice marginal pour nous autres, peut-être un jour. Pensez à l'avenir. Pensez à l'avenir. Si on peut avoir des armes de chasse chez nous sans que ce soit enregistré, ça va peut-être être utile à nous. Thierry Vincent. Encore une fois, je me médie et je retourne alors que je suis dans une semaine, je ne suis pas censé parler. Quelques réponses ou compléments d'informations à ce que Charles et Réal ont dit. Bon, sur le fait d'une population armée pour se défendre contre l'armée canadienne, la première chose dont la population du Québec a besoin, c'est pas tant que chaque individu, chacun dans son coin, chacun dans son bulle, dans sa petite bulle, ait une arme à feu, mais qu'il y ait un esprit de corps et un esprit de collectivité, et qu'on se tienne, et qu'on soit coordonnés les uns avec les autres. Et s'il y a quelque chose de militaire qu'on doit avoir, c'est un esprit de hiérarchie, de discipline, où que chaque individu sache à peu près ce qu'il a à faire, ou sache se débrouiller dans le truc. Le fait, et les armes à feu, je reviens là-dessus, le registre des armes à feu, c'est pas pour abolir les armes à feu, c'est pour enregistrer les armes à feu. Et dans la logique où il faut pas que et je suis d'accord, je peux suivre la ligne de Réal sur le fait qu'il faut avoir des armes à feu plus ou moins clandestines pour se défendre, mais je pense que, en tout cas, on pourra en discuter, je n'ai pas de réflexion précise sur ce point-là, mais je pense que un Québec indépendant qui va devoir se défendre par les armes à feu va le faire de manière un tout petit peu plus officielle que le fait que les gens soient armés en secret et en cachette, parce que en ce moment, la population, faudrait regarder le pourcentage de population qui sont prêtes à utiliser des armes à feu, à s'armer clandestinement et à les utiliser. D'accord? à coup de drapeau, si c'est pas d'armes à feu. À les utiliser clandestinement et puis à sortir et à faire quelque chose contre l'armée canadienne si elle débarque avec les chars d'assaut, les avions. Je pense que ça va demander un esprit de discipline, une espèce de truc collectif. Pour revenir un peu sur la milice, juste parce que c'est intéressant du point de vue historique, ici on est le Champ de Mars. Là, des gens qui se connaissent bien en histoire que moi me reprendront, là, parce que c'est des impressions, mais je suis pas sûr tout à fait de mes informations. Ici c'est le Champ de Mars. Là, on a une espèce de muret qui a été rénové, reconstruit. C'est parce que c'était la ligne de défense contre... Non, ben ça va, j'ai pas besoin de faire un truc touristique. Bon. Alors, panoramique pour voir le beau muret dont on a enlevé les clôtures et qui est maintenant rénové. Des fortifications. Des fortifications. C'est ça. Ces fortifications-là servaient à protéger contre qui? Contre les Iroquois qui étaient là et qui venaient par l'intérieur de l'île. On a le fleuve, donc la colonie française était adossée au fleuve. Ici, c'était la limite la plus à l'intérieur des terres. Donc pas très loin à nos mesures à nous, mais pour eux, c'était quand même un grand terrain à couvrir. Et c'était le muret duquel ils se protégeaient des attaques iroquoises parce que le Canada français à l'époque, c'est à peu près comme Israël sur la Palestine en ce moment. C'est-à-dire les gens sortent avec faire de l'agriculture avec leurs armes. Puis s'ils voient un Indien qui essaye de leur tirer dessus, ils tirent dessus aussi. Puis bon, c'est comme ça qu'ils ont commencé à gruger le terrain. Et c'est comme ça souvent que des choses ont été colonisées avec l'arme à la main et la faux de l'autre pour tu cultives et puis tu tires. Bon, c'est à peu près comme ça que tu avances.
Ce que je veux dire par là, c'est que le principe des armes à feu et la culture des armes à feu, moi personnellement, c'est pas ma culture, c'est pas ma tasse de thé, je veux dire. Hein. Oui, c'est normal, la chasse, la pêche, la défense de soi, les choses comme ça, des trucs comme ça. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut, encore une fois, faut être conscient de se dire, OK, on va permettre aux gens d'avoir des armes à feu et c'est ça qui va créer notre ligne de défense si jamais l'armée canadienne débarque, sans tenir compte il faudrait d'abord qu'on sache où en est la population sur ces questions-là, qu'on ait des réseaux, qu'on se tienne, qu'on ait des réseaux clandestins d'information et de choses comme ça, de secours et d'entraide et toutes sortes de systèmes comme ça. Il faut qu'on développe, entre guillemets, un système d'organisation secrète bien avant de se dire, OK, toute la population est armée et on est capable de se défendre l'arme à la main. Parce que, et ça, je suis désolé, tous les conflits, t'as beau armer les populations, et la Suisse, pour revenir là-dessus, je saute du coq à l'âne, les Suisses qui ont tous des armes chez eux, ils sont tous dans le système militaire. Donc tout ça est enregistré quelque part, tout ça est organisé, tout ça est orchestré, et ils sont appelés, je ne sais pas à quelle fréquence, je veux dire une fois aux 6 mois ou une fois aux 2 ans, à retourner pendant 2 semaines, faire un entraînement militaire, revenir, et ils sont prêts si jamais une invasion. Oui, ça c'est, en tout cas, ce que je sais de la Suisse, c'est la même chose que ce que Réal a dit, c'est-à-dire que s'il y a une invasion, tout le monde est conscrit automatiquement. Ils ont des mots d'ordre déjà, leur pactage militaire est déjà dans leur placard chez eux. Ils vont pas ils s'équipent, ils sortent, ils sont prêts. Oui, ce genre d'affaires-là, j'ai rien contre ça. La question, c'est que on a énormément de travail à faire au Québec avant de développer une culture de l'autodéfense. Et je suis d'accord qu'il faut la développer. Quand le Québec va être indépendant, on va compter que sur nous-mêmes. Il va falloir qu'on soit organisé. On n'est pas organisé. Il n'y a pas de culture organisée encore sur ce truc-là. Il y a énormément de travail à faire. Encore une fois, éducation, information, culture, et puis prise de conscience de tout ce que ça implique être indépendant. Oui, et je suis d'accord avec tout ça. Mais, et je vais revenir sur... je saute du coq à l'âne, je suis désolé, j'espère que je suis à peu près clair. Mais Harper, en ce moment, la corrélation que moi je fais, c'est que oui, c'est la liberté au peuple, d'une certaine mesure, c'est la liberté à la culture d'un certain peuple qui sont ses racines électorales, qui sont les rednecks, comme disait Réal, du centre du Canada, ceux qui ont hérité d'une culture américaine, des grandes prairies du centre et tout ça. Donc, oui, il y a cette espèce de culture-là, et lui, c'est ses racines, donc évidemment, il va prôner ces défenses-là. Mais si on veut être paranoïaque un petit peu, on peut se dire que Harper a des amis qui veulent ouvrir des prisons, qui sont des prisons privées, qui vont créer du cheap labor pour les prisons privées. Là, je fais un coup de science-fiction. Et quoi de mieux pour que pour remplir des prisons que de créer un free-for-all au niveau des armes à feu. Parce que le fait que les armes à feu empêchent automatiquement le viol, le vol de banque, les attaques de maisons, des affaires comme ça, moi, personnellement, je suis pas sûr que ça soit un automatisme, tout le monde est armé, donc plus de violence. Je sais pas, j'ai pas remarqué ça dans ce que j'ai perçu des autres pays, ce que j'ai perçu des cultures en général, personnellement. Je pense que, mais je suis d'accord avec le fait d'une éducation populaire. Je suis d'accord avec le fait que si on protège trop les gens d'eux-mêmes, on va interdire les couteaux et même les cuillères pour manger sa soupane, ça va être trop dangereux. Et je suis d'accord avec ça. Mais d'un autre côté, je pense qu'avant la question des armes à feu, et je veux élargir un peu parce que on va pas parler des armes à feu toute la vigile d'aujourd'hui, là. Je pense que ça ouvre sur la question intéressante d'être armé. Avant d'être armé physiquement, c'est être armé mentalement. Et c'est être connecté les uns aux autres et c'est être coordonné les uns avec les autres. Et c'est ça qui fait une force aussi armée ou Réal parlait pour le Nicaragua d'un front. Un front, c'est ça aussi, là. C'est des gens qui sont unis, qui sont coordonnés. Et c'est ça qu'il faut travailler à développer. Et ça marche autant les armes à la main que la main tendue pour aider des populations pauvres que dans n'importe quelle situation. Mais c'est ça qu'il faut travailler à développer, c'est se coordonner. Merci. Donc, quelqu'un aimerait ajouter quelque chose ou aimerait parler d'un autre sujet d'actualité quelconque, parler contre Charest, parler de ce qui se passe en ce moment avec
avec Mme Courchaine et tout ça. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose? Le sage va parler. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Une déclaration dans la presse que les édifices du gouvernement fédéral à Montréal et au Québec ne devaient pas faire de déclaration de Noël. C'est allé, paraît-il, aux oreilles de l'Assemblée nationale et au Parlement, à la Chambre des communes. Puis ça a fait un gros ha-ha. Puis là, le bon Harper, a décrété, a dit oui, vous pouvez décorer avec des pour Noël. Mais je vous dis ça aujourd'hui, c'est dans un non-sens que ça se passe ici au Québec. Nous devons absolument écrire notre Constitution, puis écrire en clair et net que nous sommes un peuple français, de civilisation française, et d'une civilisation aussi chrétienne. Toutes 90% des Québécois, nous sommes chrétiens catholiques. Et nous avons tout le temps fait nos décorations de Noël et on mettait la crèche. Imaginez-vous, aujourd'hui, si on commencerait à mettre une crèche en dessous des sapins dans la place Ville-Marie ou ailleurs, ceux qui chialent le plus là-dessus, ce ne sont pas des, paraît-il, selon comme c'est ce qu'on a vu à la TV, ce ne sont pas les musulmans et les autres. T'sais, nous autres, on ne peut pas offenser. Imaginez-vous, nous devons s'intégrer à ceux qui viennent nous visiter. Moi, je suis bien d'accord à accepter, à accueillir un musulman, un communiste peut parler ça. Mais par contre, je veux me tenir debout. Je veux leur dire, moi, je suis québécois, je parle français, je suis catholique, et mes us et coutumes, c'est l'arbre de Noël et la crèche. On a de la difficulté avec la crèche chez nous maintenant, mais par contre, ça reste que j'y tiens. C'est ça que j'avais à vous dire. Bravo. Non? Quelque chose d'autre? Un autre sujet? Donc, ça va terminer la vigile. Quelqu'un aimerait dire quelque chose? Ouais, ça, je disais que je pensais Faut que tu donnes ton nom. je m'appelle Nina Haig. J'étais parmi Occupons Montréal depuis le 15 octobre. J'étais parmi les 15 qui étaient enlevés vendredi par la police. Là, on va juste parler un peu du point jaune. C'est juste un signe de support pour le mouvement Occupy, parce que c'est au travers le monde. Puis ça a l'air qu'il y a plusieurs monde qui sont intéressés à mon histoire, qu'est-ce qui m'a passé vendredi après que je l'ai arrêté par la police. Ça passe un peu dans les médias actuellement. Ils nous ont tagués avec de l'encre ultraviolet sans nous exprimer qu'est-ce qu'ils ont fait. Dans mon cas à moi, j'avais les sensations qu'ils écrivaient sur ma peau avec un clou. J'avais demandé directement qu'est-ce que vous faites, parce que j'étais inquiet, je trouvais ça bizarre. Puis ils m'ont dit simplement on écrit sur toi avec un stylo. Puis à ce temps-là, mes mains étaient attachées en arrière de moi, je ne voyais pas. Après, quand ils m'ont relâché, j'avais regardé tout de suite mes mains, puis il n'y avait aucune trace d'encre à part d'un numéro 2 avec un marqueur Sharpie.
mais rien, pas de traces de stylo. Je trouvais ça bizarre, j'avais commencé à m'inquiéter. Est-ce qu'ils m'ont pris des échantillons ou est-ce que, ils m'ont placé quelque chose, je sais pas. Il y avait plein d'idées qui tournaient dans la tête. Donc j'ai commencé à parler à mes amis, à mon chum, puis il avait dit, ben, regardez donc vos mains en dessous d'une lumière ultraviolet. Puis le lendemain, j'avais accès à cette lumière-là, puis j'ai regardé, puis effectivement, sur l'autre main, c'était marqué 2. Mais il n'y avait vraiment aucune trace, tu voyais rien, ça sonnait un peu comme un tattoo, comme ils m'ont tatoué. Puis à cette heure-là, je savais pas combien de temps que ça va rester. J'ai essayé vraiment de frotter pour l'enlever, ça partait pas. Mais ça fait depuis combien de temps? Il a resté là, le marque 4 jours de temps. OK. Même, j'avais fait une réaction allergique. C'était sensible, c'était tout rouge. Puis j'avais appelé la SPVM pour leur demander c'est quoi que vous m'avez mis dans le pot parce que j'ai une réaction. Ils n'ont pas voulu me rien dire. Ils ont dit même, on ne sait pas de quoi vous parlez. Donc après 4 jours, heureusement, ça s'est finalement parti. Mais là, moi j'avais écrit un blog sur l'internet, puis ça a commencé à se partager, puis c'était rendu au travail de payer sur l'internet, dans le fond, dans tous les pages Facebook de Occupy. Finalement, les médias ils ont commencé à me parler, sauf oui, ils ont dit un peu mon histoire, mais ils n'ont pas dit des choses comme, tu sais, il y a des conséquences au santé. Tu sais, si ils auraient cassé ma peau en faisant ça, puis à le faire à quelqu'un d'autre, tu peux partager les microbes. J'ai parlé à un infirmier, puis il m'a dit c'est comme ça, tu peux partager le hépatitis. Je sais pas c'est quoi. Hépatite C. Ouais. Donc oui. c'est comme, OK. Dernièrement, la SPVM a fait un communiqué de presse disant que c'est pareil comme dans les clubs. Ils marquent le monde avec le bébé comme dans les clubs. Mais se faire étoffer, c'est pas pareil que se faire graffiner dans le trou. On les croit pas. Non, mais moi je les crois pas. Puis ils ont dit que c'était pour qu'ils soient capables de retourner mes biens personnels à moi. Mais là, ça m'a vraiment enragé. Comme ils m'ont pris mes informations, ils ont pris mon photo, ils ont mis une étiquette sur mon sac, j'avais un sac médical, ils ont mis une étiquette sur le sac. Il y avait un policier qui me suivait avec mon sac derrière moi, c'est ça son job. Donc vraiment, il voulait, d'après moi, il voulait nous marquer pour savoir si on retournait. Donc là, il était capable de nous arrêter encore une autre fois puis nous poursuivre à ce temps-là. Est-ce que tu as été blessé à la main? Ça c'est pourquoi je suis indignée. Je me suis blessée en travaillant, ça fait 1 an et 2 mois. J'étais cuisinière professionnelle. Puis j'ai indigné après la compagnie, après le système médical, après le CSST et après mon syndicat. Parce que ils m'ont tout excuse-moi, c'est vulgaire, mais ils m'ont prouvé. Donc mon docteur, c'est mon docteur de famille, il disait tu vas être correct, de la médication, des pilules, du repos, tu vas être correct. Il a fait ça pendant 3 mois de temps. Depuis, il remplissait pas mes documents médicaux pour le CSST et pour mon employeur comme il faut. Donc mon employeur, ils m'ont envoyé un docteur, qu'eux autres qui ont payé. Lui, il a dit il n'y a rien, c'est correct, ça va bien, elle peut travailler. Donc là, le CSST, ils m'ont refusé. Mon employeur m'a mis dehors. Puis mon syndicat, ils ont rien fait. Donc ça fait 1 an que j'étais entre l'assurance emploi puis le chômage. C'est qui ton employeur? Je sais pas si je devrais le dire parce que je suis toujours en cours. C'est Marriott. Les hôtels? Ouais, Hotel Marriott. Le syndicat, c'était Teamsters. Ah, pas de chance comme ça, t'auras pas. Tu sais pas, non, mais tu sais, quand tu poses la question à un juge, je vais pas accepter. Non, mais quand même, je veux leur dénoncer Non, mais parce que faut s'exprimer.
qu'est-ce que Mariette dit tout le temps? On prend soin de nos employés. On aime nos employés. Ah ouais. Et vous avez marqué comme des bestiaux. Oui. Exactement. Yeah. Ben, c'est ça le programme que j'avais écrit. Nous ne sommes pas des animaux. Arrêtez de nous tailler. Yeah. Mais c'était fait en secret. Vraiment, il y avait, c'est qui, Julius Gray, c'est un avocat des droits humains, puis il a dit, ils n'ont pas le droit de modifier votre corps sans votre autorisation. Même le marqueur noir, c'était Borderline. Bon, en tout cas, c'est ça mon histoire. Occupons Montréal est pas mort. Je sais que ça a l'air qu'on n'est pas gros aujourd'hui, mais parce qu'il y a plein d'activités. L'idée, c'est d'occuper partout. Là, Ouais. trouver, On a participé là-bas. Nous autres, on fait ça depuis le mois de mars. Yeah. Puis, Ouais. On a participé là-bas. Il y avait même la milice patriotique du Québec Ouais, non, qui a j'étais aidé. amie avec Serge, puis Bravo, Serge Provo. Ouais. on a travaillé beaucoup ensemble. J'étais sur l'équipe médicale, donc, Bravo. ben, merci. Félicitations. Faut pas lâcher. Si, comme les autres qui veulent un point jaune, j'en ai en masse. Puis, On va le mettre d'en face, là. La pointe. ben, on fait plein d'initiatives. Donc, on a le point jaune. Il y a du monde qui commence à décorer leur balcon. N'importe quoi pour passer le monde. Les messages. On a commencé à marquer l'argent, mettre des 99 sur l'argent, partout. Nous autres, on est temple des patriotes sur l'argent. Yeah. C'est ça. Bravo. Ben, merci. Non, à je sais vous pas, on aussi. vous encourage. Nous sommes tous des indignés. André Lepage. Je voudrais vous parler du vol du siècle. Réal est au courant. À 2 reprises que je l'ai posté sur mon webillard Facebook, là, ou au mur Facebook, dépendamment si vous êtes programmer votre feuille sur Français France ou Babillard, c'est Français Canada. Moi, j'aime pas le Français Canada parce que, OK, on peut envoyer des salués, là, mais par contre, le petit menu déroulant de nos visiteurs, c'est moitié français, moitié anglais. Là. Il manque pour faire qu'ils n'ont pas fait comme ça. Mais qu'est-ce que je voulais vous parler surtout, c'était pour le vol du siècle. Vous savez que ce cher gouvernement Charest a vendu aux petits amis, moi petits amis, mais d'autres des petits amis, nos ressources pétrolières de l'île Anticosti, évaluées à quelques 300 milliards, je crois. Ah non, t'es pas du tout dans le bon range. Il y a 40 milliards de barils de pétrole qui valent aujourd'hui 100 $ chacun. C'est 4000 milliards que ça vaut. 4000 milliards. Je trouvais que c'était beaucoup, 300 milliards. Là, 4000 milliards. vous voyez comment c'est qu'on se fait avoir par ce gouvernement, puis le monde ne bouge pas. OK, je crois qu'il y a un groupe qui a emmené ça devant la police, mais on n'a pas entendu parler dans la presse. Nos médias nationaux. On a fait une manifestation le 1er décembre devant Revenu Québec. Est-ce qu'on a entendu parler à la TV? Aucunement. Dans la presse, il y avait une petite sa page, on va dire 7 dans le coin en bas. Il mentionnait de quoi, mais c'était pas clair. C'est caché. C'est caché. Il faut absolument que le peuple se lève. Et bravo au mouvement Montréal français, au mouvement Montréal Québec et tout, pour le code du français au Québec. Ça bouge un petit peu.
le ministre Marchand ou la présidente Marchand de l'Office de la langue française dit qu'il avait commencé à planifier le programme presque honteux du gouvernement qui va donner des subventions à ceux qui ont des affiches unilingues anglais. C'est nous encore qu'il faut devons payer pour qu'ils mettent un générique en dessous de leur enseigne. On accepte de faire unilingue. Quant à moi, ça serait réglé depuis longtemps. Merci bien. Donc, Thierry Vincent, la question qui revient sans arrêt, c'est comment se coordonner et comment unir la population et comment faire en sorte que les gens travaillent ensemble. Et j'ai pas de réponse. Donc, je sais pas quel moyen il va falloir utiliser. Je sais que, je répète sans arrêt qu'il faut informer les gens et qu'il faut transmettre le plus de culture de culture de collaboration possible ou de solidarité possible. Mais par où commencer et comment on va commencer? Je pense que malheureusement, il faut se dire on va commencer ici. Et on va commencer entre nous et on va commencer entre ceux avec qui on est en contact, c'est-à-dire les autres mouvements qui font partie de Cap sur l'indépendance. Et il faut commencer à partir de Cap sur l'indépendance, coordonner Cap sur l'indépendance de manière un peu plus solide et à partir de là, commencer à coordonner les mouvements indépendantistes et les indépendantistes en général. Et ensuite, de là, on essaiera de ramifier jusqu'à la population globale. Mais je pense qu'il faut lancer une espèce d'appel et de culture et il faut faire un travail sur faire travailler les gens dans le même sens. Et c'est toujours à ça qu'on se heurte. C'est toujours à une espèce de dispersion, d'individualisme, de consumérisme, de manque d'information, de manque de culture sur l'histoire, de où est-ce qu'on en est, qui on est, qu'est-ce qui se passe. Donc, je pense qu'il y a une espèce d'immense travail de réflexion à faire sur comment faire pour se coordonner. Et avant tout, comment faire au niveau de Cap sur l'indépendance et ensuite des indépendantistes en général, comment faire pour se coordonner les uns les autres. Merci. Alors, quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Ouais. Il y a une élection dans Bonaventure, une élection partielle. Et il y a des équipes de patriotes qui ont été la fin de semaine passée. Et ce qu'on m'a raconté, c'est qu'il y a eu 500 affiches qui ont été collées dans le comté. Un comté immense d'ailleurs. Il mesure 4 heures de route de bout à l'autre. C'est 11 heures de route pour se rendre dans le comté. Alors, ils ont collé des affiches dans tout le comté. Les affiches disaient... les affiches n'avaient pas rapport avec la campagne électorale du tout. Les affiches disaient Charest et Normando. Il y avait la photo de Charest et Normando et ça dénonçait la corruption libérale. Il y avait une adresse d'un site web, corruptionlibérale.com, que j'ai visité, qui contient des dossiers extrêmement documentés sur toute la corruption et le vol de nos ressources naturelles et la mainmise sur nos institutions, comme le mouvement des jardins, sur lequel Power Corporation est en train de mettre la main, et sur le ministère de la Famille libérale, qui a vendu nos enfants pour 300 000 $. En tout cas, il y a plein de dossiers sur ce site web-là. Cette élection partielle-là, je ne sais pas qui va la gagner, mais il y a une chose que je voudrais souligner, c'est que si le camp indépendantiste perd cette élection-là,
si le camp fédéraliste la gagne, il faudrait se rappeler que les votes qui auront manqué au camp indépendantiste, ça sera probablement dû au Sans Parti et à Québec solidaire. Parce qu'on regardera les résultats lundi soir. Je suis pratiquement certain que si le Parti québécois perd l'élection, donc si Charest la gagne, ça va être probablement dû à Québec solidaire et au Sans Parti. Malheureusement, ils n'ont pas été assez sages pour comprendre que Québec solidaire n'a aucune chance de gagner. Que si tout le monde s'était mis ensemble, avec un seul candidat indépendantiste, souverainiste, on avait une chance de battre les libéraux. Enfin, on va suivre ça lundi soir, on ne sait jamais. L'an dernier, ils ont perdu Kamouraska et Témiscouata par 192 votes. C'est ça. Il y avait, ça a fait un député de moins libéral à l'Assemblée nationale. Puis si on fait le décompte aujourd'hui, si Nathalie Normando était remplacée par un député du Parti québécois, avec Thomasy qui ne vient plus voter parce qu'il est poursuivi dans les tribunaux pour corruption, avec la Normando qui a foutu le camp avant de se faire prendre, il y a des chances que à l'Assemblée nationale, ça serait tombé moitié-moitié. Un gouvernement peut-être pas minoritaire, mais aussitôt qu'il y a un libéral qui aurait attrapé la grippe, qui ne serait pas pointé le nez à l'Assemblée nationale, le gouvernement aurait pu être renversé. Alors les 100 partis puis Québec solidaire, ben, sont solidaires des libéraux, etc. C'est ça qui fait. Les gars ont compris. Alors on va suivre ça lundi soir. Là. Ça devrait être en direct sur RDI. Rajouter dans le prolongement de ce que vient de dire Réal Mathieu. Quand je parle de manque de culture et d'éducation et tout ça, c'est réapprendre et se réapproprier la culture politique et apprendre à voir à long terme et apprendre un peu à penser plutôt que de se dire qu'on vote, comment je pourrais dire, on a le droit de voter pour n'importe qui, notre vote n'a pas vraiment de conséquences. On a vu le 2 mai dernier que le vote de chacun compte, tout vote est important. Et tout vote doit être vu dans une perspective plus large. Il peut être vu. Hein? Le non-vote est encore plus important. Mais ce que je veux dire, c'est non, déjà, OK, j'étais déjà rendu avec une population qui votait en totalité. Excusez-moi, là, sursaut d'optimisme et d'utopisme. Mais bon, première étape, aller voter. Deuxième étape, commencer à réfléchir sur c'est quoi la portée d'un vote et c'est quoi la vision à long terme que vous avez pour votre société. Voter en se pinçant le nez. Ben, des fois, il faut aller jusqu'à voter en se pinçant le nez. Le vote stratégique, il faut faire attention avec ça, les calculs et tout, parce qu'on peut se tromper aussi, mais effectivement, comme disait Réal, il faut des fois simplifier le débat à dire, bon, ben, on va y aller de manière manichéenne. Il y a le camp fédéraliste, il y a le camp indépendantiste. Si on vote indépendantiste, votons dans cette direction-là. Et pour la prochaine élection, il va falloir qu'il y ait des réflexions, ça a commencé déjà un peu, qui se fassent sur comment les partis indépendantistes au Québec vont pouvoir se coordonner pour minimalement sortir Charest du pouvoir, minimalement. Maximalement, ne pas mettre Legault à la place de Charest. Mais comment ces partis-là vont devoir se coordonner, ne pas se marcher les uns sur les autres et ne pas se court-circuiter et permettre à Charest d'avoir une voie royale et de rentrer entre tout le monde et de passer entre tout le monde. Alors, ben c'est ça. Je pense qu'il y a une immense éducation, réflexion, réapprentissage de tout ce qui est le politique. Il me semble que, je sais pas, peut-être que je suis nostalgique, mais quand j'étais petit, il me semble que les gens discutaient dans les familles politiques, ça discutait, ça s'engueulait, bon, les gens étaient d'un bord ou de l'autre. Là, ça n'existe plus, ça. Ramenons ces bonnes vieilles chicanes autour de la table. On s'ennuie de ça un peu. Donc, ramenons ce genre de culture-là pour, faire tourner les méninges un peu, rouler la machine et pour se faire des opinions politiques. Merci. Je rajouterais que dans mon aventure, la question, c'est pas Pauline Marois. La question, c'est Jean Charest.
candidat du Parti québécois, c'est un très bon candidat. C'est un professeur du cégep de Gaspé-Carleton, un sociologue. Puis, je suis certain qu'il ferait... c'est un homme qui n'est pas corrompu. C'est un homme qui fait un meilleur travail que Nathalie Normando qui nous a vendu pour une poignée de peanuts. C'est ça. Quelqu'un d'autre? Bon, ben ça termine la 36e vigile. Alors, je vais lire la déclaration. Ben, tout le monde. Ah! Nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure par le mensonge et l'abus de son autorité, ce qu'il ne peut obtenir par la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire, les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyens et citoyennes. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. En décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout, le Québec fonde par le fait même son indivisible appartenance, une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Bravo!